Merci. Bonjour, donc oui, en effet, j'ai plein de casquettes et c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, on va dire que je suis un témoin privilégié de tout ce qui a été décrit auparavant, mais j'ai pas d'observation assez complète pour tirer voilà, des grandes conclusions sur l'impact du jeu vidéo exactement sur le comportement des enfants. Disons que moi, mon travail, c'est plutôt d'essayer de trouver des solutions de plus en plus difficilement pour les maintenir concentrés, voilà, pour qu'ils puissent parvenir à gérer la frustration, etc. Grâce à Jacques Brodeur et grâce à Alerte, j'ai d'ailleurs un petit peu systématisé le fait de parler avec mes élèves de jeux vidéo, que ce soit des collégiens ou des lycéens. Et ce qui est terrible, c'est que maintenant, je peux donner leurs réponses avant qu'ils me les donnent, quoi. Enfin, c'est-à-dire que je sais très bien qui a des pratiques du jeu vidéo qui peuvent être nocives pour leur concentration et ceux pour qui ça va. En fait, c'est pas tellement qui joue et qui n'y joue pas, ils y jouent tous. Mais c'est comment ils y jouent, dans quel contexte, combien de temps, à quel jeu, etc. Et ça se voit avant, en fait. Ça, c'est assez terrible de voir qu'il y a quelque chose de déjà déterminé en cinquième, quatrième, parfois, qui est difficile à rattraper. Alors, je n'ai aucune idée de si c'est rattrapable ou pas, ça c'est sûr. Je suis optimiste, je pense que oui. Mais je pense qu'il faut connaître un petit peu aussi comment fonctionne le jeu vidéo parfois pour mieux en parler avec eux, parce que des fois, ils sont au contact de choses qui peuvent être très nocives et ils en ont même pas conscience, en fait. Ils ont pas du tout de recul sur ce qu'ils font. Donc je voulais m'attarder un petit peu sur l'évolution du jeu vidéo du point de vue plutôt industriel et d'un point de vue formel. Donc c'est plutôt le critique qui vient vous voir. Donc voilà, je suis critique de cinéma et de jeux vidéo pour Criticat, où Criticat, c'est un site d'analyse en fait où on s'intéresse aux formes et à l'histoire des images. Et le jeu vidéo commence à avoir quelques décennies d'existence. Le jeu vidéo auquel j'étais confronté dans les années 80 n'a plus rien à voir avec le jeu vidéo d'aujourd'hui. Et je pense que c'est important de savoir mesurer à quel point les créateurs de jeux vidéo en ont conscience, très clairement, l'utilisent de manière plus ou moins bien intentionnée, et de savoir différencier en fait ce à quoi peuvent être confrontés les enfants. Donc c'est pour ça que je voulais déjà revenir un petit peu sur les différents modèles économiques rapidement pour voir un petit peu comment le jeu vidéo se consomme, comment il s'achète, comment il se pratique, puis reparler de la récompense. Finalement, je prends directement la suite des deux conférences précédentes, parce que la gestion de la récompense dans le jeu vidéo, pareil, a beaucoup évolué avec le temps. Pour en arriver à un pay to win, payer pour gagner, c'est une notion qui existe, qui est totalement assumée par l'industrie du jeu vidéo et qui pose assez peu de débats médiatiques et politiques. Ce sera la fin de mon intervention. Et c'est presque ça qui est le plus préoccupant. Et je pense que quand même, j'espère que dans les années à venir, ça va prendre un petit peu plus d'importance, en tout cas dans les réflexions sur la réglementation et sur le commentaire de tout ça. Donc alors, pour parler d'abord des modèles économiques du jeu vidéo, le jeu vidéo se généralise dans les années 70 pour le grand public, à travers ce qu'on appelait les consoles de jeux vidéo. Le PC, l'ordinateur va venir rejoindre ça. Peu importe quelle est la machine, la logique était très industrielle. Il y avait la fabrication d'un produit qui était dupliqué et acheté. Et une fois qu'il était acheté en tant que produit, sous forme de cartouches, de disquettes, de CD, en fait, chaque utilisateur pouvait en disposer à sa guise. On jouait aux jeux vidéo quand on voulait. On l'allumait, on l'éteignait. On pouvait le casser, on pouvait le jeter par la fenêtre. Peu importe. C'est exactement la même chose pour les cassettes vidéo, pour le cinéma par exemple. Et peu à peu, on a glissé vers une économie de service, plus qu'une économie industrielle. C'est-à-dire qu'on est passé de ça, donc la boîte qu'on achète dans un magasin, dans un vidéoclub, etc., à travers quelqu'un qui joue le rôle de médiateur culturel, alors plus ou moins bien, je ne veux pas dire que tous les vendeurs de jeux vidéo étaient très très intéressés par la cause des enfants, etc., mais on a déjà vu des vendeurs de jeux vidéo dire non, désolé, ce jeu n'est pas pour toi. Mais si, mes parents m'ont dit que je pouvais. Oui, c'est ça, reviens avec eux, en attendant, tu ne peux pas l'acheter. Disons que maintenant, ça a un petit peu disparu. Donc on est passé de ce modèle-là à quelque chose qui, avec Internet, a glissé petit à petit vers une dépossession du propriétaire d'un usage contrôlé, en fait, du jeu vidéo. Il y a eu plusieurs étapes. D'abord, il y a eu ce qu'on appelle les DLC, qui sont des extensions de jeux qui sont vendues dans un deuxième temps. C'est-à-dire que celui qui achète un jeu vidéo a un jeu vidéo qui peut être augmenté plus tard. C'est-à-dire que le studio peut vendre un nouveau niveau, de nouveaux personnages, etc. Alors, dans un premier temps, ça pouvait être une bonne nouvelle, c'est-à-dire que finalement, on pouvait poursuivre l'univers exactement comme on poursuit une série avec une deuxième saison, une troisième saison, etc. Petit à petit, on s'est rendu compte que surtout, ça permettait aux studios de sortir des jeux pas finis, en fait, et de vendre le reste plus tard. Donc, il y a eu quand même une détérioration
du produit en tant que tel qui devait être terminé au moment où il était vendu. On peut se demander si c'est pas un peu ce qui se passe aussi parfois avec les séries. Hein. D'ailleurs, on est passé de films qui devaient être vendus, finis, et quand ils avaient l'air pas finis, les gens s'en rendaient compte, hein, à des séries où ça se généralise de plus en plus. Je donne un petit avis personnel, des fois on a l'impression que quand la série commence, on n'a pas encore réfléchi à comment elle allait se terminer quand même. Enfin, ça donne un peu cette impression. C'était un peu pareil avec les jeux vidéo. Steam est une plateforme qui a tout changé. En 2005, en fait, en 2003, pardon, Steam va donner un nouveau modèle pour les jeux vidéo qui est que on l'achète directement en ligne. C'est-à-dire que Steam, c'est un magasin en fait virtuel de jeux vidéo dans lequel on achète les jeux. Alors, jusque-là, pas de grande différence. On achète un produit, mais il y a une subtilité qu'on avait remarquée à l'époque, mais on ne se rendait pas compte de ce que ça voulait dire. C'est que pour jouer au jeu Steam, il fallait rester connecté sur Internet pendant toute la session du jeu. Le premier jeu qui utilisait ça, c'était Half-Life 2, peu importe, mais en gros, on se demandait bien, parce que c'était un jeu solo, on ne jouait pas avec les autres, hein, mais il fallait rester connecté. Pourquoi donc? Alors, c'était justifié en disant, oui, mais comme ça, on peut analyser les pratiques des joueurs, on peut voir s'il y a un bug, et donc on peut intervenir sur le jeu et le corriger pendant que le joueur joue. Donc ça veut dire que c'était une première étape où le créateur, enfin le propriétaire du jeu, était peut-être un petit peu moins le joueur que le studio qui gardait la main sur le jeu et pouvait venir le rectifier. Alors bien sûr, on nous promettait que c'était pour augmenter l'expérience utilisateur, s'il y avait un bug, bien sûr, tout ça c'était corrigé. Bon, en fait, on posait les bases de quelque chose qui allait être complètement nouveau, qui était le fait de faire sentir au joueur qu'il n'est plus vraiment chez lui, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il va accéder à un jeu qui est toujours possédé par le studio qui l'a sorti. Avec la généralisation d'Internet, arrivent ce qu'on appelle les jeux en ligne, donc les jeux massivement multijoueurs, comme World of Warcraft ou Final Fantasy. Et avec ça, l'arrivée des abonnements par mois. Pareil, c'est pas un problème en tant que tel. On peut s'abonner à plein de choses, on peut s'abonner, on peut avoir une carte UGC pour le cinéma. Mais encore une fois, il y avait le côté que il faut renouveler l'achat pour pouvoir continuer l'expérience jeu vidéo. Mais surtout, ce que ça changeait, c'est que l'expérience, alors j'utilise le terme utilisé par les développeurs de jeux vidéo, in-game, rentrait en concurrence avec le temps réel en dehors du jeu. Je m'explique. Quand on avait une cartouche de jeu vidéo Super Mario Bros, on l'allumait, on jouait, on l'éteignait, on arrêtait. À la rigueur, on pouvait être frustré quand il y avait un parent qui disait « Ah non, ce soir tu joues pas, tu joueras ce week-end ». Mais la frustration était limitée par le fait que si on jouait 3 jours plus tard, l'expérience restait la même. On allait jouer au même niveau auquel on voulait jouer 3 jours plus tôt. C'est juste qu'on reportait l'expérience du jeu vidéo. L'expérience in-game, elle était juste au moment où on allumait la console. Sur un jeu comme Final Fantasy XIV, le jeu continue quand on n'y joue pas. L'univers est persistant, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il continue en ligne, les joueurs continuent à faire des choses. Il y a donc des événements dans le jeu qui ne dépendent pas du moment où le joueur lance la partie. Mais le joueur va devoir, au contraire, s'y raccrocher. Si l'événement a lieu à 2h du matin, parce que c'est un événement qui se passe avec des joueurs américains et que le décalage horaire fait que chez nous, c'est à 2h du matin, le joueur doit aller allumer son PC à 2h du matin pour participer à cet événement. Donc là, désormais, on est quand même un peu plus assujetti à un rythme qui n'est plus le nôtre, et on comprend pour l'enfant que c'est beaucoup plus violent quand les parents disent « non, tu ne peux pas allumer ta console à ce moment-là parce qu'il va rater quelque chose qui sera irrattrapable, en fait. L'événement sera passé. » Donc ça, c'est une première étape, je vais dire, très importante de changement, mais c'était encore il y a longtemps, les jeux massivement multijoueurs, et les jeux ont encore évolué aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les jeux free-to-play, les jeux gratuits. Bon, évidemment, la méga star des jeux gratuits, c'est Fortnite. Comme disait Jacques Broder, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, et là, c'est exactement ça. Et là, il y a quelque chose d'assez vicieux, que l'industrie du jeu vidéo exploite, mais une certaine partie de l'industrie du jeu vidéo. Et il y a un conflit qui est en train d'apparaître au sein même de l'industrie du jeu vidéo, entre ceux qui sont rentrés directement dans la logique de Fortnite, mais évidemment ce n'est pas le seul, et les autres. Donc, je vais prendre le temps d'expliquer ce qui se passe avec des jeux comme Fortnite. Petite parenthèse sur comment fonctionne un jeu vidéo, mais on pourrait le dire pour tous les jeux, quels que soient les jeux, et même les sports. Il y a ce qu'on appelle une boucle de gameplay, quand on est dans un jeu vidéo, à savoir 3 étapes, un objectif qu'on se fixe, un challenge et une récompense. Pour un jeu comme The Legend of Zelda, qui est un jeu solo, en fait, très classique et très connu,
En gros, l'objectif, c'est sortir d'un donjon dans lequel il y a un objet à trouver. Le challenge, c'est battre des monstres pour voilà, arriver jusqu'à cet objet. Et quand on a l'objet, c'est la récompense. Cet objet ouvre la porte d'un nouveau donjon. Et on recommence, et on recommence. On pourrait faire pareil avec une partie d'échecs. Hein. L'objectif est de gagner la partie, mais entre-temps, l'objectif va être, je ne sais pas, d'empêcher de se faire manger par la tour. Et puis finalement, ben, on arrive à trouver la solution, et la récompense nous permet de continuer la partie, de ne pas perdre, et de se fixer un nouvel objectif. Bon. Le jeu vidéo, quand c'est en solo, ça reste un peu pareil que pour les échecs ou pour un match de foot. Quand on arrive sur une partie massivement multijoueur, c'est pas tout à fait pareil. Déjà parce que, comme je vous disais, bon, ben voilà, l'univers persistant, on ne le maîtrise pas. Donc dans le challenge, il y a aussi se rendre disponible pour jouer en temps et en heure comme il faut, parce que déjà, sinon, on sort de la partie. Et petit à petit, c'est aussi introduit le fait qu'on ne peut pas gagner une partie massivement multijoueur si on n'a pas les bonus qui permettent d'y arriver. Armes, équipements, vie supplémentaire, etc. Or, ces bonus apparaissent aléatoirement sur la carte. Donc, ça va introduire la notion de chance. Selon l'endroit où on apparaît sur une carte, on aura plus de chances de tomber sur la bonne arme, sur la bonne armure, qui va nous permettre de gagner une partie. Cette notion de chance, elle va être instrumentalisée. Là, je prends l'exemple de Star Wars Battlefront 2 ou de Fortnite. Le but est, il y a 100 joueurs, 200 joueurs, peu importe, qui arrivent sur une carte tous en même temps. Celui qui gagne, c'est celui qui est vivant à la fin. Je résume, mais en gros, c'est ça. C'est, en gros, il doit en rester qu'un. Ben, on a vu apparaître, avec notamment ce fameux Star Wars, puisque ça a été peut-être un des premiers cas médiatiques où on en a parlé, le fait que, ben, dans le challenge, plutôt que chercher des objets, peut-être qu'on pourrait en acheter, en fait. Et c'est ce qu'on appelle les microtransactions. Les microtransactions, c'est quand un jeu propose des petits achats intégrés pour améliorer son expérience de jeu. Mais très rapidement, bah, on est passé de améliorer l'expérience de jeu à juste rendre le jeu possible. La compétition, en fait, a lieu entre les joueurs. Et il est très vite apparu qu'entre celui qui n'achète pas les bonus et celui qui achète les bonus, bah, il y a une inégalité totalement impossible à combler. Et donc une frustration augmentée. Il faut que j'achète les bonus pour rester compétitif. On parle de jeux multijoueurs, en collectif, dans lesquels parfois on fait partie d'équipes. Parfois, il faut même rester compétitif pour que son équipe reste compétitive. C'est-à-dire qu'on ne veut pas devenir le maillon faible de sa propre équipe. Et donc, refuser de dépenser quoi ? 50 centimes, 1 euro, 5 euros, c'est quand même un peu mesquin par rapport à l'intérêt supérieur de l'équipe. Je fais exprès de forcer un peu le trait, mais on sait à quel point les adolescents sont quand même vulnérables sur le champ émotionnel, etc. Donc, c'est quelque chose pour eux qui peut être extrêmement important. C'est ce qui a donné lieu à la première affaire médiatique en fait liée à ça qu'on appelle l'affaire des lootbox. Alors qu'est-ce qu'une lootbox ? C'est une pochette surprise. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis cette magnifique photo. Une pochette surprise au sens propre, un truc, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Souvent dans les jeux vidéo, il y a des lootbox. Des Super Mario Bros, il y avait des blocs avec un point d'interrogation, on tapait dessus, on ne savait pas ce qu'on sortait, un champignon, une fleur, etc. Mais là où ça devient intéressant pour le créateur de jeux vidéo un petit peu vicieux, c'est de rendre ça payant. Le lootbox payant fait qu'on achète quelque chose et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et en fait, cette affaire est sortie avec l'affaire qu'on surnomme l'affaire Ken's Gold, qui est en fait le surnom donné à un jeune joueur qui est allé témoigner sur un forum qui s'appelle Reddit, peu importe, de la situation dans laquelle il se trouvait. En fait, donc, il a témoigné avec relevé bancaire à l'appui qu'il avait dépensé plus de 13 000 $ uniquement en microtransactions en 6 ans sur plein de jeux. Et justement, comme je vous disais, il a témoigné en disant « J'ai 19 ans, je suis accro, mes choix sont les miens, mais ma dépendance aussi. » Et il disait « Donc j'aurais aimé que quelqu'un m'ait parlé des dangers avant que je ne commence. » C'était juste il y a quelques années, hein, mais ça faisait déjà peut-être 10 ans que ça existait, ce genre de phénomène, et on en parlait très peu. Et il parle bien du fait de la nécessité de rester compétitif. Cette lettre, il l'a envoyée aussi au studio Electronic Arts parce qu'on était en pleine folie Star Wars au moment de la nouvelle trilogie il y a quelques années, et donc forcément il y avait des jeux qui sortaient, et il s'avérait que dans ce jeu-là, il y avait un nouveau système de lootbox très problématique, puisque pour, en gros, gagner, il était prouvé que oui, il fallait de l'équipement, que pour obtenir cet équipement, il fallait jouer environ 4 heures de jeu. 4 heures, c'est beaucoup, hein, clairement. Ou alors, acheter.
Donc il y avait les joueurs qui, pour avoir le même niveau que les autres, devaient passer 4, 8, 12 heures de jeu, là où un autre, en 5 minutes, il sortait la carte bleue et c'était réglé. Encore une fois, une frustration quand même impossible à surmonter, je pense, pour un ado, de dire, mais enfin, pourquoi moi j'ai pas le droit de la carte bleue, etc. Comment dire, j'ai pas de mal à imaginer le conflit avec les parents qui veulent pas payer, etc. Pour peu que, le jeune joueur soit très impliqué dans ce jeu-là. Un autre exemple, là, je vous montre l'interface du jeu parce que c'est important de voir la forme que ça prend. Un autre jeu qui s'appelle Diablo Immortal, donc pareil, qui est destiné plutôt aux adolescents. Là, ils nous font passer les lootbox. Là, on est dans un jeu, pardon, je vais juste présenter quand même. On est dans un jeu où, bon, le but c'est d'aller dans des donjons, tuer des dragons et voilà, trouver des armes. On nous présente les lootbox sous des formes très, très alléchantes, avec des pourcentages d'augmentation de puissance. Mais en fait, ce pourcentage, si on regarde, là, on le voit pas trop, c'est le maximum disponible. C'est-à-dire que dans ce coffre, on a peut-être une chance d'obtenir une arme qui va être 180% fois supérieure à la nôtre. Une chance. Mais en fait, on est sur du jeu de hasard. Parce que, évidemment, dans 9 fois sur 10, il n'y a rien, ou un truc qu'on a déjà. Enfin, c'est le principe de la pochette surprise, hein, encore une fois. Donc là, tout le système de Diablo Immortal fonctionne là-dessus, puisque Blizzard, qui est un studio donc connu pour des pratiques extrêmement limites dans le jeu vidéo, donc a généré plus de la moitié de son chiffre d'affaires uniquement avec ce que je viens de vous montrer, uniquement avec les microtransactions. Ce qui veut dire que désormais, c'est le cœur de l'activité économique de certains producteurs de jeux vidéo. L'intégralité de leur modèle économique repose sur la réussite de la vente de microtransactions aux joueurs. Donc là, on parle de 4 milliards de dollars pour 2017, uniquement un studio. Pour vous dire que ce n'est pas un phénomène anecdotique. Et c'est pour ça que je voulais vous partager ma surprise de ne pas en entendre parler. On est sur un secteur qui est en train de se réorganiser autour de pratiques qui devraient quand même être un petit peu interrogées, et qui, c'est déjà fait. On est déjà devant le fait accompli, en fait. J'en viens à Fortnite. Fortnite qui se destine justement aux jeunes par son esthétique, dessin animé, qui a fait le choix intelligent de pas trop de violence visuelle, on est sur du cartoon vraiment, et qui, en plus, pour essayer de ne pas être comparé à ce que je viens d'expliquer, n'a pas donné accès à des microtransactions qui permettent de gagner. Et vous allez voir, c'est encore plus vicieux, en fait. C'est que là, les microtransactions, elles sont uniquement cosmétiques. C'est-à-dire, ce sont des costumes, ce sont des apparences. Or, on sait maintenant que Fortnite, c'est tout autant un jeu vidéo qu'un réseau social. On s'y donne rendez-vous le soir, en fait. On achète les mêmes petits pas de danse qu'on fait ensemble et qu'après on refait dans la cour de récréation. Les costumes et les pas de danse, c'est ça l'important pour les ados qui jouent à Fortnite. C'est pas de gagner, parce que c'est extrêmement dur de gagner à Fortnite. Non, c'est juste d'être là. Et d'ailleurs, il y a des événements. On retrouve Star Wars, j'ai rien contre Star Wars, hein, mais on retrouve Star Wars qui était en partenariat avec Fortnite et qui a organisé des révélations qu'il n'y avait pas dans les films, dans Fortnite. Il fallait arriver, je ne sais pas, à 22h tel jour pour entendre un message de l'empereur qui donnait une info qui n'était pas dans le film, en fait. Donc, on génère des événements, comme sur un réseau social, pour venir se connecter tous en même temps et montrer son nouveau costume, montrer son nouveau petit pas de danse, etc. Donc là aussi, en un mois, 223 millions de dollars, uniquement sur des microtransactions qui ne servent même pas au jeu. C'est-à-dire que là, on sort de l'expérience du jeu. On voit la fusion, en fait, entre les jeux et les réseaux sociaux. Les joueurs sont emparés du fait de ce principe de microtransaction. Ils se sont dit, ah bon, mais si j'ai un truc qui ne me convient pas, je peux toujours le revendre. Alors pourquoi pas? Steam s'est dit, génial, on va proposer une plateforme dans laquelle les joueurs vont se revendre des trucs qui leur plaisent pas et on prend une commission. Donc là, on est carrément au deuxième stade. On profite de ce système de microtransactions. Il y a une vente de microtransactions d'occasion, quoi, on pourrait dire. Et le fin du fin, avant de parler des réactions des autorités publiques, c'est que ces packs-là, ces lootbox qui sont proposés aux joueurs, c'est des récompenses qu'il faut obtenir. C'est-à-dire que quand on joue à Diablo, on finit un niveau, vous savez, comme dans Zelda, là, ce que je vous disais, on fait le donjon, la récompense c'est « Bravo, tu as gagné le droit d'acheter une lootbox dans laquelle tu ne sauras pas ce qu'il y a. Félicitations !» Et avec plein de messages, tout ça, bravo, continue et tu pourras acheter une lootbox encore plus chère. Bon.
Donc il y a quand même toute une mécanique. Alors pareil, je ne suis pas du tout chercheur en neurosciences ou quoi, mais j'imagine que là, il y a quand même un art consommé de toucher exactement là où il faut, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue des autorités publiques par rapport à ça? On a bien une signalétique PEGI. Mais comme on peut voir, là, je la mets en entier. Hein. Il n'y a pas plus que ça. Donc, le jeu peut entraîner une dépense d'argent supplémentaire. Bon, ça reste quand même pas très précis par rapport à la réalité de ce qu'il y a derrière, mais c'est toujours mieux que rien. On a eu quand même quelques prises de parole. Alors bon, disons que c'était inquiétant, il y a une faute d'orthographe, tiens, dans ma copie, peu importe, que c'était inquiétant, que c'était préoccupant. Disons qu'on en est au stade où on a des prises de parole pour dire ça existe. C'est un début, hein. C'est déjà bien, il y a un constat. En Belgique, on allait un petit peu plus loin, parce que oui, FIFA, jeu de foot très célèbre, emploie exactement le même procédé, en fait. Donc, le principe d'un jeu FIFA, notamment quand on joue tout seul, mais en multijoueur, ça marche encore plus, c'est il faut faire des matchs pour gagner de l'argent virtuel, pour acheter des nouveaux joueurs, pour pouvoir avoir une meilleure équipe, etc. Bon, mais maintenant, cet argent virtuel, autant l'acheter avec du vrai argent. Donc pareil, quand on joue à FIFA en ligne, on va se retrouver face à l'équipe de quelqu'un qui a dépensé 250 € à acheter des joueurs, alors que l'autre, il va y passer 3 semaines, en fait, à avoir les mêmes joueurs. Vous voyez l'inégalité qu'il y a par rapport à ça. Bon, la Belgique a fait en sorte que ce soit considéré comme un jeu de hasard. Puisque le principe du lootbox, c'est bien ça, finalement. On met de l'argent dans quelque chose dont on ne sait pas ce que ça va nous apporter, et donc on recommence, et il y a une addiction à ça. La prochaine fois, c'est la bonne, on la connaît. Et il y a eu des enquêtes qui ont été faites montrant qu'il y avait le même genre d'attitude par rapport aux consommateurs. En fait, dans les jeux de hasard, on distingue, il y a des mots-clés, les poissons et les baleines, en fait. Et les jeux de hasard reposent sur le fait que 99% des gens, c'est des petits poissons qui achètent un tac au tac une fois tous les 6 mois. Mais l'important, c'est de choper la baleine. Celle qui va passer, qui va mettre 19 000 $ juste dans les jeux vidéo. Et que ça suffit à faire tourner en fait l'industrie. Ce n'était pas le cas des jeux vidéo. Le jeu vidéo, il pouvait être comparable à une industrie culturelle. Personne mettait 19 000 $ dans des jeux vidéo, dans des Super Mario Bros. Il a fallu l'invention de ces microtransactions. Donc la Belgique a interdit ces points pour FIFA. Bon, on ne peut plus acheter de points qui permettent donc d'améliorer son équipe. Electronic Arts, le studio, s'est contenté de dire « vous nous avez mal compris ». C'est tout. Et pas plus d'inquiétude que ça. En 2021, on a eu une plainte collective donc, en Caroline du Nord par rapport au fait que ces lootbox ne se soumettaient même pas à l'obligation de pouvoir annuler son achat. En fait, le fait de dire « je suis non satisfait de ce que j'ai acheté », vous savez, le retrait, en fait, quand on achète des choses en ligne, alors que là, c'est justifié encore plus. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Mais justement, ça allait à l'encontre même du principe de la microtransaction. Donc là, ils ont réclamé le fait de dire « non, je ne voulais pas acheter ça, j'aimerais être remboursé ». Il y a eu une plainte collective et, OK, suite à l'accord à l'amiable, ça a été remboursé, etc. Et désormais, en Caroline du Nord, les joueurs peuvent être remboursés s'ils ne sont pas satisfaits du contenu de la lootbox. Et donc, en 2022, c'est la Norvège qui se penche sur FIFA, qui commence à se dire, bon, là, pareil, il faudrait peut-être faire une enquête là-dessus. Vous avez remarqué, pour l'instant, je n'ai pas parlé de la France, on en est déjà à 2022. Hein, donc, bon. Alors, justement, en France, qu'est-ce qui se passe? On a eu une réaction de l'Élysée aux jeux vidéo. Ça y est, un président de la République a commencé à parler du jeu vidéo. Bon, mauvaise nouvelle, il l'a pris exactement dans l'autre sens, c'est-à-dire que lui, ce qu'il a vanté, c'est le jeu vidéo comme créateur de valeur, création d'emplois, et surtout, pouvoir, compétition, la gagne, tout ça, on y va à fond. Bref, il a parlé de l'e-sport. Il a reçu des champions d'e-sport, je ne sais pas si vous avez entendu ça en juin dernier. Et la seule chose qu'il a dit, c'est « bravo, vous êtes des nouveaux champions, on va éclater les autres et on va montrer que la France, c'est les meilleurs ». Sans prendre en compte le fait que dans l'e-sport, il y a de plus en plus de pratiques justement frauduleuses, telles que je viens de les dire, et qu'il y a une inégalité à la base, en fait. Donc, je trouve que c'est même pas rendre hommage à l'e-sport. Et d'ailleurs, énormément de champions d'e-sport ont pris la parole après ça en disant « non, c'est scandaleux ». Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, en fait. Et justement, si on a du mal à faire porter l'e-sport comme une vraie pratique sportive, c'est en partie à cause de ce genre de travers. C'est-à-dire qu'eux, en gros, ils disent « bon, au-delà du fait qu'on considère que le jeu vidéo n'est pas un sport, soit, mais en plus, il n'y a même pas la base du fonctionnement du sport, en fait, qui est juste des règles claires sur ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Bon, là, ça n'a pas été abordé du tout. Je finis juste sur la réaction du milieu du jeu vidéo, parce que c'est peut-être là qu'il se passe le plus de choses, même si ça reste encore timide.
il y a eu une vague de prise de parole en fait, de développeurs de jeux vidéo à partir du mouvement MeToo. En fait. C'est parti de ça. C'est parti des conditions de création des jeux vidéo, d'abord. On s'est rendu compte que ça pouvait être une industrie extrêmement toxique pour les gens qui font des jeux vidéo, pour les dessinateurs, les artistes, etc. Puisque le poids financier d'un tel secteur donne des contraintes absolument énormes, et on s'est rendu compte du nombre de dépressions, de suicides, etc. Et petit à petit, en même temps que cette parole s'est libérée, et aussi évidemment sur le harcèlement sexuel, etc., les développeurs de jeux vidéo ont aussi pris la parole sur le contenu de ce qu'ils créent et sur la dépossession de ce contenu, de se dire on aimerait quand même travailler sur des choses. Enfin, on est aussi désormais un média qui commence à avoir un certain âge. Hein. Enfin, c'est comme là l'équivalent du cinéma dans les années 30 finalement, enfin, au niveau durée d'existence, qui arrivait à un âge d'or finalement, et au moment où on commençait à considérer que le cinéma, c'était peut-être pas que du divertissement bas de gamme, mais aussi de l'art. Disons que le cinéma a réussi à entamer ce virage à un moment pour se définir clairement en tant que soit divertissement, soit art, soit un peu les deux. Pour le jeu vidéo, non. Enfin, c'est-à-dire que les règles sont pas claires et clairement, ce sont les gros studios qui donnent le là, en fait, du fonctionnement. Donc, certains se sont réunis pour, par exemple, proposer des chartes pour qu'est-ce qu'un jeu éthique, essayer de dresser des pistes. Bon alors, ça ne dit pas comment financièrement on monte un projet éthique à l'arrivée, hein, parce que justement face à un Blizzard ou un Electronic Arts, c'est compliqué de résister. Mais c'est quand même une tentative à souligner. Une autre tentative qui peut intéresser, parce que c'est toujours dans l'optique de quoi on parle avec les enfants, comment on parle de tout ce qu'ils viennent de vivre. Alors je me dis, ça peut être important de mettre des mots sur les choses. Il y a un label qui a été créé par des développeurs de jeux vidéo qui sont les Wholesome Games, les jeux bienveillants. Et donc, ce sont les développeurs qui s'engagent à développer les jeux selon un certain nombre de principes, comme par exemple donc l'absence de contenu haineux, intolérant, etc., mais aussi donc une approche éthique de la compétition. Pas de triche, pas de microtransactions, pas d'univers persistant qui oblige à se reconnecter à 3 heures du matin. Une notion aussi respectueuse du temps passé. C'est-à-dire qu'un jeu qui exige de passer forcément 7 heures dessus pour progresser, on peut estimer qu'il n'est pas respectueux du temps de l'enfant qui a autre chose à faire. Un jeu, en revanche, qui peut être satisfaisant en un quart d'heure, 20 minutes, bon ben voilà, forcément, c'est pas le même engagement quand on se lance dedans. Bref, qui ont proposé ça et qui désormais veulent le faire aussi afficher sur les boîtes de jeux et pourquoi pas même organiser des festivals, etc. Il y a plein de limites possibles. On connaît les labels, hein, ça peut devenir vite quelque chose de commercial qui va être que l'apparence de ce qu'il est censé être. Je ne dis pas du tout que ce sont des solutions, c'est juste pour recenser ce qui se fait en ce moment, qui sont à mon avis des choses très timides, mais qui prouvent que même dans le milieu du jeu vidéo, il y a un malaise actuellement, en fait. Et qu'il y a plein de gens, en fait, qui voudraient s'extraire de ce système-là, et je ne sais pas si les développeurs de Fortnite sont très heureux. Donc c'était juste pour prendre en considération qu'il y a peut-être des acteurs aussi dans ce milieu-là qui sont à prendre en compte, parce que c'est peut-être la première génération de développeurs de jeux qui sont aussi d'anciens joueurs. Jusqu'à maintenant, les patrons de Blizzard, d'Electronic Arts et tout, ne sont pas des joueurs. Ce sont des gens qui ont profité en fait de l'apparition du jeu vidéo pour créer un secteur de toutes pièces. Là maintenant, on a les premiers, un peu comme la nouvelle vague hein, dans les années 50, on a les premiers développeurs anciens joueurs. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont donner, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un début de prise de conscience. En tout cas, même sur Steam, voilà, on peut trouver des jeux vidéo. Alors, je sais que les enfants ne trouveront pas forcément ça très intéressant, que c'est moins séduisant qu'un Fortnite ou qu'un Star Wars. Mais le fait de savoir que ça existe peut permettre aussi de donner une expérience d'un jeu qui dure 2-3 heures. Maintenant, il y a des jeux qui durent 2-3 heures, qui se regardent comme un film, en fait, comme une soirée, et qui peuvent donner l'occasion d'aller voir ailleurs. Bon, encore une fois, c'est pas la présence de ces petits jeux qui sont joués par 100 000 personnes par rapport à Fortnite qui vont changer la donne. Mais c'était pour bien rappeler que je pense que je fais moins confiance à Emmanuel Macron qu'aux développeurs de jeux vidéo pour parler en fait de ce qui se passe vraiment dans les jeux vidéo. Donc j'espère qu'ils auront un petit peu plus accès. Et si ça peut donner des pistes de recherche ou de gens à rencontrer aussi pour qu'ils parlent des contraintes qui sont imposées pour générer de l'argent à travers ce qu'ils font, je me dis que voilà, ce genre de conférence peut servir en ce sens-là. Voilà, je vous remercie.